Une étrange communication. Jusqu'ici, rien d'étrange pour un Dupieux. Non, ce qui m'intriguait réellement avant d'aller voir le film, c'était de savoir ce que j'allais voir. Rares sont les films parvenant à entretenir le mystère de leur intrigue jusqu'en salle. Le deuxième acte, nouvelle réalisation de Quentin Dupieux. Quelques mois, que dis-je, quelques semaines seulement après la sortie de Dali, dont nous avions déjà parlé sur la chaîne. On a un casting 5 étoiles, là encore, une norme pour le réalisateur. Côté communication, voici un petit mot de Quentin Dupieux venant du tout petit dossier presse de chez Diafana. Aujourd'hui, alors que le deuxième acte, mon 6e film en 4 ans, s'apprête à ouvrir le festival de Cannes et à sortir en salle, j'ai envie de me taire. Non pas par lassitude ou prétention, mais simplement parce que ce film, très bavard, dit avec des mots bien choisis tout ce que j'ai envie de dire et contient déjà de façon extrêmement limpide sa propre analyse. Il serait donc inutile, d'après moi, d'écouter un metteur en scène et ses comédiens paraphraser un film dans lequel tout est tout le temps dit et commenté en temps réel. Le deuxième acte ne cache absolument rien. Par contre, vous remettre cet objet et vous laisser en parler avec vos mots est un moment particulièrement joyeux. Alors, lançons-nous dans la critique d'un film où tout est tout le temps dit et qui ne cache absolument rien. Mince, je viens de paraphraser Dupieux. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Faire une critique de ce nouveau Dupieux sans spoiler, c'est parler d'un film qui n'existe pas. Alors pour ceux souhaitant garder la surprise tout en ayant mon avis sur le film, voici quelques mots plutôt vagues pour vous décrire mon expérience. Les films de Dupieux reposent sur de la comédie mélangée à un ou des effets de style, ou plus globalement sur un concept. Le tout dans une atmosphère décalée qu'on appellera grossièrement absurde. Cette remarque me semble moins perceptible en ce qui concerne Yannick. Certes, la situation est cocasse et vient surprendre en cassant une logique établie dans la situation initiale, mais où l'ensemble du film repose sur un raisonnement plutôt sensé, sur l'accès à la culture, le devoir du spectateur et celui de l'artiste. Yannick est selon moi difficilement qualifiable de film absurde. Et pour aller plus loin, Yannick semble être le moins Dupieux de Dupieux. Le deuxième acte est le deuxième film sortant de cette logique de comédie à la Dupieux. Le film semble bien plus grave dans les sujets abordés. Une part importante des tensions de la société actuelle sont abordées au travers des dialogues. La cancel culture, MeToo, l'effondrement. Derrière ces apparences de petites comédies des années 80, le film vient faire un melting pot de tous les mots d'aujourd'hui. J'ai découvert le film en avant-première en simultané avec Cannes et je suis curieux de connaître les retours sur la croisette. Parce que c'est rare de voir un film de Dupieux se positionner aussi frontalement sur des sujets plutôt sensibles. Parce que, comme le dit le personnage de Louis Garrel, en ce moment, c'est tendu. Et ce festival de Cannes est plus que jamais tendu, notamment en ce qui concerne le mouvement MeToo. Il y a par exemple cette mystérieuse liste contenant 10 noms de personnalités problématiques. Ambiance rumeur, gros flou, tribunal populaire. Plus que jamais, il y a une odeur de course au scoop et au buzz. Et ça ne semble servir aucune cause, et surtout pas celle de MeToo. Et voilà que le Festival de Cannes s'ouvre sur le deuxième acte, un film effrayé par demain et par les changements de notre époque. Passons maintenant en zone spoiler pour revenir plus précisément sur ce que nous livre Dupieux. Dans l'univers Dupieux, on s'approche de plus en plus du théâtre filmé. Le deuxième acte est là aussi dans la continuité de Yannick, avec de la mise en scène plutôt minimale, laissant place à de longues tirades. Dialogue first. Moins de mise en scène, pas de promo, communication au rabais. La finalité du cinéma Dupieux, c'est d'être de moins en moins, et même pourquoi pas, de ne plus être. L'une des premières scènes suivra Raphaël Quenard et Louis Garrel. Très vite, on comprend qu'ils sont eux-mêmes des acteurs. La discussion entre les deux personnages n'est pas passionnante, elle tourne plutôt autour du pot au sujet d'une relation amoureuse. La raison d'être de cette scène réside plutôt dans l'image des acteurs.
ce que celui-ci doit publiquement être pour ne pas s'attirer les foudres du public. L'effet comique réside dans Raphaël Quenard, qui fait fréquemment des sorties de route sur certaines minorités. Les trans, les handicapés, les homosexuels, tout y passe. Et là, première surprise en ce qui me concerne. Quentin Dupieux nous parle d'un film qui ne cache rien, qui dit tout. Mais qui dit quoi? Dupieux se sent plutôt Quenard ou Garel dans son discours? Il soulève un besoin de parler librement, qu'importe les minorités, tout en contrebalançant avec un Louis Garrel exaspéré par ce genre de propos. Dans cette scène, tout est dit, littéralement, tout et son contraire. Mais que dit véritablement cette scène? Pas grand-chose. La scène suivante garde cette logique, deux personnages et deux discours plutôt opposés. Vincent Lindon, Léa Seydoux. L'acteur joué par Vincent Lindon est au bout du rouleau, anxieux du monde, de l'absurdité du cinéma et de son inutilité dans un monde qui s'écroule. Léa Seydoux joue plutôt l'insouciance, celle pour qui le monde tourne tant qu'elle-même tourne. La conclusion de ce blues de l'acteur viendra avec la proposition de jouer dans un grand film. On suggère alors que Lindon est bien plus dépressif de sa vie que dépressif de l'état du monde. C'est donc plutôt l'égocentrisme de l'acteur qui remporte la bataille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Encore une fois, deux points de vue opposés. Dupieux nous présente une pièce à deux faces, mais celle-ci ne tombe pas plus d'un côté que de l'autre. Tout est dit, mais rien n'est acté. Ces deux premières scènes sont longues. Nous suivons des personnages qui marchent, on ne sait pas tellement où. Il y a une sorte d'errance, aussi bien dans le discours que dans la destination. Le tout fonctionnant via une rail de travelling qu'on nous présente dans le dernier plan du film. Un plan là aussi très long. Et je sais pas trop ce qui vient dire ce dernier plan, pas l'impression qu'il soit juste là pour nous montrer les coulisses. Par la suite, nous retrouvons l'ensemble de nos personnages au restaurant, le deuxième acte. Cette bande d'acteurs va difficilement cohabiter. Nous avons quelques scènes méta où Raphaël Quenard explique à Vincent Lindon que dans 2 ans, il sera au sommet. Oui, c'est fort possible. Puis les choses déraillent, bagarre. Raphaël Quenard se retrouve aux toilettes avec Léa Seydoux. Et là, une scène qui passe difficilement. Léa Seydoux vient gentiment en aide à Raphaël Quenard, celui-ci saigne. Pendant qu'elle le soigne, Quenard tente d'embrasser Léa Seydoux, la boulette. Elle se scandalise alors et lui explique qu'elle pourrait lui faire payer très cher. Le souci avec cette scène, c'est que Raphaël Quenard n'est pas vraiment présenté dans une mouvance d'agression. Son personnage se lance plutôt dans un rapprochement maladroit. Et face à ça, le comportement de Léa Seydoux est plutôt radical, voire même violent, à la limite de devenir agresseuse. Ah, voilà, j'en dis pas plus, mais j'ai été dubitatif. Dubitatif sur le propos et sur ce que nous raconte ce passage. Le deuxième acte ne cache rien, et c'est peut-être moi qui préfère ne pas toujours comprendre le propos, surtout à ce moment précis. Le second souffle du film, passé l'effet de concept, réside selon moi dans la présentation du figurant. Ce figurant remet le cinéma au centre. Tout comme les autres figurants qui mangent dans le restaurant, c'est une image bien plus idyllique du cinéma qu'on perçoit à travers leurs yeux. Jusqu'ici, les acteurs se plaignent, sont cupides, racistes, offensants, puis voilà que les figurants sont là pour la magie du cinéma. Les meilleurs gardiens, conservateurs de ce qu'est le cinéma, ce sont les spectateurs. Les acteurs sont bien plus dans une logique industrielle que dans une véritable passion du 7e art. Et notre pauvre figurant barman, c'est pas son jour. Il joue toute sa vie à travers ce petit rôle. Il joue tellement sa vie qu'il finit par la perdre. Incapable de mener à bien son rôle, moqué par les pros, il met fin à ses jours dans sa voiture. Boum! Moment choc. Tous les acteurs reviennent à leur place. Leur petit monde n'est pas si affreux. Et d'autres souffrent bien plus qu'eux. Ils sont de ceux qui s'en sortent le mieux. Et puis, Dupieux désamorce. Ce désamorçage, il m'a désamorcé. Lorsque le figurant se relève, finalement pas mort, tout ça n'étant qu'une scène, j'ai la sensation d'un trop vu chez Dupieux. Un film dans le film dans le film. Cet effet, on commence à le connaître. Dali, réalité, au poste. Chez Dupieux, tout n'est que cinéma. À partir de là, je suis beaucoup moins fan de la suite du film. On a une présentation de l'intelligence artificielle contrôlant le film, et c'est vraiment
une IA avec un avatar qui parle, effets robots et algorithmes. C'est amusant pour un film financé en partie par Netflix. Cette présence de l'IA est assez grotesque, prenant au premier degré une IA réalisatrice. Et le film ne s'embarrasse pas de nuances sur la réelle façon aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle dans un film. Ici, j'ai pas la sensation d'apprendre vraiment ce que le cinéma fait de l'IA, mais plutôt une impression de mise en scène du fantasme que le grand public a sur ce que l'IA fera du cinéma. Un faux réalisateur faisant jouer des faux scénarios à des vrais acteurs. Enfin, même là, le flou subsiste. Qu'est-ce qu'il y a de vrai chez ces acteurs? Finalement, on ne sait rien d'eux. Ils sont condamnés à jouer des personnages jusqu'à la dernière seconde du film. Bah oui, parce que Vincent Lindon avec une moustache, ça a l'air d'être toujours un acteur. Et à ce sujet, nos deux personnages teintés d'homophobie se retrouvent à la fin autour d'une pseudo-romance, d'une scène de baiser langoureuse. Mais qui sont-ils vraiment? Le film dit tout, et je crois que volontairement, il démontre qu'à tout dire, on ne dit pas grand-chose. Ou, deuxième possibilité d'analyse, le film a un discours bien plus douteux. Restons sur l'idée que Dupieux s'amuse à montrer les discours contradictoires de notre société. Après tout, s'il ne s'exprime pas sur son film, c'est bien pour qu'on s'exprime à sa place sur ses intentions. Et concernant le figurant, on assistera à une seconde mort, cette fois sans désamorçage, laissant imaginer une réelle détresse chez des individus plus précaires, rêvant d'un jour pouvoir toucher du doigt le monde du cinéma. Mais c'est pas tout rose. C'était le deuxième acte, un film étonnamment bavard, soulevant bon nombre d'inquiétudes très actuelles. Et je pense que le film ne vieillira pas très bien. Dans 20 ans, on comprendra pas tellement le film. Après Yannick, voilà donc le deuxième acte d'un cinéma qui se dédupieuse. Pas facile à caler celle-là. Merci à tous. Si vous avez aimé ce retour sur ce nouveau Dupieux, n'hésitez pas à partager cette vidéo, histoire de se référencer naturellement et humainement, sans trop se reposer sur un mystérieux algorithme. Merci à tous. Salut. Aucun prochain Dupieux n'est encore annoncé. Alors, rendez-vous 2024 ou 2025 ?